Est-ce que vous connaissez ce tableau peint par Théodore Géricault, le radeau de la Méduse? Il présente une scène de naufrage. Mais savez-vous que le peintre s'est inspiré d'un vrai naufrage? Et croyez-moi, ce qui s'est passé dépasse tous les films catastrophes que vous avez vus au cinéma. Nous sommes le 17 juin 1816. Ce bateau quitte l'île d'Aix, direction le Sénégal. À son bord, 395 occupants. Ils ne savent pas qu'une tragédie va les attendre. Le nom de ce bateau? La Méduse. En 1816, après la défaite de Napoléon à Waterloo, les Anglais rendent aux Français leur comptoir au Sénégal, dans le cadre du traité de Paris. Le gouverneur envoie donc des soldats et des civils pour reprendre possession de ces terres. Le bateau La Méduse est accompagné de 3 autres bateaux, l'Écho, l'Argus et la Loire. La Méduse transporte 395 personnes, dont l'équipage comprenant 167 hommes, 160 soldats pour la colonie, et le reste de passagers qui sont des civils, fonctionnaires ou autres scientifiques. Le point commun avec le naufrage du Titanic, c'est qu'il y a très peu de canots de sauvetage à bord. On n'en dénombre que 6. Le capitaine de la Méduse s'appelle Hugues Duroy de Chaumareix. Il a 51 ans. Il n'a pas navigué depuis 25 ans. Il a été pistonné par un oncle amiral, copain du comte d'Artois, frère du roi. Après un mensonge aussi, il se rajeunit d'1 an. Les officiers de 50 ans n'ayant pas le droit de commander un bateau, il embarque sur la Méduse. À bord, le capitaine paraît avoir tout oublié de la navigation et boit toute la journée. Dès le départ, le bateau La Méduse distance rapidement les autres navires et se retrouve seul. Et sur son bateau, le capitaine se retrouve seul aussi, avec les marins et coéquipiers qui le détestent tous. C'est un noble royaliste qui n'a pas navigué depuis belle lurette et ses officiers sont d'anciens soldats napoléoniens. Au premier jour de juillet, ils arrivent sur les côtes du Sénégal et spécialement, ils passent près du banc d'Arga, terrible obstacle tant redouté des marins aguerris. C'est un banc de sable non visible à marée haute où bon nombre de navires ont fini leur course. Le capitaine du roi se trompe sur la distance qui les sépare de ce banc, à cause d'une carte vieille de plus de 60 ans. Et bien sûr, en plein après-midi, ce 2 juillet, la Méduse rase les hauts fonds au lieu de passer au large, et ce qui arriva. La Méduse s'échoue sur un banc de sable à 50 km des côtes, à marée haute et avec une mer d'huile. On peut encore redresser la situation, mais les opérations sont mal coordonnées, jusqu'à ce qu'une tempête explose l'arrière du bateau. Il faut évacuer. Nous sommes le 2 juillet 1816. La Méduse est couchée sur le flanc. Les 6 canots ne peuvent contenir que la moitié des occupants. Il faut un radeau. Dans la panique et la hâte, on coupe les mâts, on arrache les planches, les cordages, jusqu'à ce que l'équipage construise un radeau de 20 mètres sur 12. Au début, c'est pour y entreposer du matériel, afin d'alléger le bateau qui commence à couler. Sur le radeau, on positionne par-dessus le rafistolage de planches, les mâts pour assurer la flottaison. Mais comme ils sont par-dessus, tout le reste du navire de fortune se retrouve sous l'eau. C'est finalement 151 personnes qui montent à bord pour échapper à ce naufrage. Tous ont de l'eau jusqu'aux genoux, parfois jusqu'à la taille et s'agrippent tant bien que mal. Ils doivent rester debout pour survivre. Il est 7 h du matin, le 5 juillet 1816, le radeau commence sa longue dérive. 17 hommes, soldats et marins, restent sur l'épave de la Méduse, refusant de la quitter, croyant pouvoir être secourus et estimant leurs chances de survie plus élevées. Ils ne sont plus que 3 quand on les secourt enfin, le 26 août, soit 52 jours après le naufrage. Ces 3 survivants, les yeux brillants de fièvre, véritables cadavres ambulants, s'enfuient apeurés dans les profondeurs du navire à l'apparition de leur sauveteur. Mais revenons à notre radeau. Les marins prennent donc place sur le radeau. Les officiers prennent, eux, place dans les rares canots de sauvetage. Du roi le premier, bien sûr, alors que le commandant est censé quitter son bateau naufragé le dernier. Au début, on amarre les 6 canots sur le radeau. Les canots crurent d'après un mouvement que nous fîmes sur eux que le désespoir nous avait suggéré l'intention de les couler et de couler avec eux. Les canots, pour nous éviter, coupèrent les cordes qui les attachaient ensemble et à pleine voile s'éloignèrent de nous. Au milieu de ce trouble, la corde qui remorquait le radeau se rompt aussi, et 150 hommes sont abandonnés au milieu des eaux, sans aucun espoir de secours. Le radeau se retrouve seul face à l'océan. Les 13 prochains jours seront un enfer chaque seconde pour les survivants. Le 6 juillet, soit la 2e nuit, les hommes fatigués et paniqués surchauffent. Quelques-uns, ivres en permanence, délirent et veulent détruire le radeau en coupant les cordes qui unissent les morceaux de bois. Armés de haches, ils commencent déjà à attaquer. Les sous-officiers armés répliquent. Bientôt,
au milieu du choc des vagues, ce sont près de 100 hommes qui se jettent dessus à coups de sabre, de couteau. Ceux qui n'ont pas d'armes se mordent jusqu'à arracher des fragments de chair et se griffent. On compte 65 morts, et en plus, les 2 barils d'eau douce sont tombés par-dessus bord. Le 7 juillet, les premiers actes de cannibalisme commencent, car oui, c'est un rare fait historique avéré de cannibalisme. Le 8 juillet, on attrape des poissons volants et on les cuit avec un feu allumé. Mais il y a trop peu de poissons pour être rassasiés. Alors, on mange les morts. Les infortunés se précipitèrent sur les cadavres dont le radeau était couvert, les coupèrent par tranches, et quelques-uns même les dévorèrent à l'instant. Beaucoup n'y touchèrent pas, presque tous les officiers furent de ce nombre. Voyant que cette affreuse nourriture avait relevé les forces de ceux qui l'avaient employée, on proposait de les faire sécher pour la rendre un peu plus supportable au goût. Les autres malheureux essayaient d'avaler des baudriers de sabre, nous parvînmes même à en avaler quelques petits morceaux. Quelques-uns mangèrent du linge, d'autres du cuir de chapeau sur lequel il y avait un peu de graisse, ou plutôt de crasse. Un matelot essaya à manger des excréments, mais il ne put y réussir. Le 11 juillet, soit le 7e jour, on compte plus que 27 survivants. La moitié des survivants agonisent. On décide de les balancer à la mer, pour économiser des vivres. Une soif ardente nous dévorait. Elle fut telle que nos lèvres desséchées s'abreuvaient avec avidité de l'urine qu'on faisait refroidir dans les petits vases de fer blanc. M. Savigny a observé que quelques-uns de nous avaient l'urine plus agréable à boire. Il y avait un passager qui ne put jamais se décider à en avaler. Il la donnait à ses compagnons. Elle n'avait réellement pas un goût désagréable. Chez quelques-uns, elle devint épaisse et extraordinairement âcre. Elle produisait un effet vraiment digne de remarque, c'est qu'à peine l'avait-on bu qu'elle occasionnait une nouvelle envie d'uriner. Nous cherchâmes aussi à nous désaltérer en buvant de l'eau de mer. Tous ces moyens ne diminuaient notre soif que pour la rendre plus vive le moment d'après. Le bateau l'Argus, qui passait par là, retrouve le radeau au bout de 10 jours, soit le 17 juillet 1816. Ils ne sont plus que 17 à bord. Ce sont eux que le peintre Théodore Géricault représente dans sa toile mythique, exposée au musée du Louvre. Quelques-uns meurent après leur sauvetage, ce qui fait qu'au final, sur les 151 passagers que comptait le radeau de la Méduse, seuls 7 survivent. Dès le retour de l'Écho, qui ramène en France les naufragés de la Méduse, la tragédie connaît un retentissement immense. Le ministre de la Marine est obligé de démissionner. Jugé en conseil de guerre à Rochefort, Duroy de Chaumareix est condamné à la dégradation militaire et à 3 ans de réclusion dans le fort de Ham, où il est interné de 1817 à 1820. Dans le château de Lachenau, où il se retire ensuite en Limousin, il endure encore 25 années d'expiation, victime de l'hostilité que la population des villageois voisins lui manifeste jusqu'à sa mort en 1841. Voilà, maintenant vous connaissez toute l'histoire vraie du radeau de la Méduse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très vite.